Salut, hello! Allô, Caro? Ça va? Ça va bien, toi? Ben, ça va super bien. Bonjour tout le monde. Bienvenue à Ligne de vie, le balado des pros du monde de l'emploi. C'est un balado qui s'adresse aux intervenants, aux professionnels qui œuvrent dans le domaine de l'employabilité. À chaque épisode, on vous donne des outils, on vous permet de vous ressourcer, de vous inspirer aussi pour mieux accompagner les gens que vous rencontrez. C'est un balado qui est offert grâce à l'organisation Alliance Carrière Travail pour laquelle on travaille tous les deux. Et on est très heureuse aujourd'hui de vous présenter un sujet que je pense qui est universel, qui peut vraiment toucher tout le monde. Bien évidemment, sachez qu'on est disponible aussi sur toutes les plateformes de balado-diffusion, sur YouTube également. Mais aujourd'hui, de quoi on a parlé, Hello? Aujourd'hui, on recevait Amélie Degg, qui est une coach professionnelle qui est venue nous parler de la confiance en milieu de travail. Puis je dis ça comme ça parce que, oh mon Dieu, c'est pas facile. C'est pas facile de faire confiance. Ça se bâtit, ça se débâtit, si je peux dire ce mot-là. Ça se déconstruit assez rapidement aussi, parfois dans des petits gestes et tout ça. Mais donc, je pense que c'est ce que je retiens de l'émission, à quel point aussi il y a des clés vraiment essentielles pour y arriver. Et ce sont des clés qui ne sont pas toujours faciles à prendre dans la petite boîte à outils. Et même pour nous aujourd'hui, hein, des fois, on est moins allés là-dedans, mais des fois, je nous voyais puis je me disais, ah, nous aussi, des fois, tu sais, c'est difficile, ça bloque un peu. Ça nous challenge. On essaye vraiment. On essaye le plus possible d'en être consciente et de faire l'effort qu'il faut pour sortir de là, mais ça prend un effort conscient. Oui. Puis on discutait, parce que bon, on aurait pu continuer tellement longtemps, on a discuté avec Amélie aussi off caméra, off the record, comme on dit. On a jasé un peu de l'importance, en fait, de la confiance dans une organisation, à quel point ça peut nous aider, nous permettre d'avancer, de progresser plus facilement, à quel point ça peut aussi nous accorder plus d'autonomie, plus de liberté, plus de créativité. Et bref, ça nous donne la chance de s'élever collectivement, individuellement, collectivement aussi. Donc, je voulais le mentionner parce qu'on n'en a pas parlé pendant la rencontre avec Amélie, mais c'est un point que j'ai trouvé vraiment intéressant aussi, puis de garder ça en tête parce que c'est vraiment je vais dire un anglicisme, là, mais je pense que c'est vraiment un game changer dans une organisation, dans une collaboration qui devient positive et constructive aussi. Effectivement. En attendant d'écouter l'émission, on vous invite toujours à vous abonner à nos réseaux sociaux, à aussi aller sur notre site web. On a un calendrier d'activités. Vous pouvez tout retrouver, nos événements, alliancect.ca. Puis, comme d'habitude, on vous souhaite une bonne écoute. Bonne écoute! Chaque personne a son histoire, ses défis, ses espoirs. Derrière chaque CV, un monde à explorer. Ligne de vie. Amélie? Oui. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. On est super content de te recevoir à l'émission. Par transparence, on connaît un peu Amélie aujourd'hui. Ouais. On a des invités qu'on connaît un petit peu moins. Mais tout de même, on te connaît pas en détail. Et c'est ce qu'on te propose aujourd'hui pour commencer. On a sorti un archétype professionnel. Alors, on t'a demandé des questions. Je ne sais pas si tu te demandais d'ailleurs, pourquoi il me demande ma date de fête? J'ai dit qu'on mire mon horoscope, quelque chose de même. On est un peu Pas tout à fait. là-dedans. On est un peu là-dedans quand même, grâce à l'intelligence artificielle. Ce n'est pas nous, mais on t'a sorti un archétype dans lequel, pour apprendre à mieux te connaître, peut-être que ce que je vais te lire, tu vas être comme, voyons, je ne me reconnais pas du tout, mais ça va nous permettre, en plus, de te connaître un peu mieux, puis à nos auditeurs aussi. Parfait. Donc, je te lis ça, et tu nous diras ce que tu en penses. Amélie est une coach professionnelle enracinée, fiable et profondément engagée dans la croissance des autres. Son signe du taureau lui confère une grande stabilité, une patience remarquable et un sens aigu du concret. Elle incarne la douceur rassurante autant que la fermeté nécessaire pour provoquer de vraies transformations. Mon Dieu, c'est donc bien beau. Vous allez me le donner, hein? C'était Oui, texte après. on va te faire un petit cadeau à la fin.
Wow, c'est beau! Puis, ben, c'est vrai que vous me connaissez un peu, fait que là, je le sens même comme... je me sens touchée de recevoir ce regard-là que vous posez sur moi. Ça me ressemble, c'est vrai. C'est vraiment... ça touche à qui je suis pour bien jouer, pour bien faire mon métier. Fait que... Ben, c'est ça. Moi, j'ai envie de témoigner aussi que je trouve que cette définition te colle à la peau vraiment. Ouais. Là. Surtout cette dernière phrase de douceur, mais de fermeté qui est nécessaire aussi. Je pense que si on demandait aux collègues autour qui ont eu la chance de te côtoyer professionnellement, je pense que ça serait la phrase qu'ils diraient tous. Ah ouais! Je suis d'accord. Je suis d'accord. Ouais? Puis c'est quand même impressionnant parce que, tu sais, bon, on le disait, on a utilisé l'intelligence artificielle, donc avec ta date de naissance, avec ton prénom, puis avec la fonction professionnelle que tu occupes, tu sais, qui est coach professionnel. Mais il y a aussi des forces clés qui sont ressorties en plus de la petite définition qu'Élodie t'a lue. Ce qu'on dit que de toi, c'est que tu es une personne ancrée et pragmatique. Tu as une écoute active aussi. Tu es une personne persévérante et tu es quelqu'un qui a un soutien motivant. Fait que je sais pas si là-dedans aussi, tu te reconnais. Moi, comme on disait, on te connaît un peu. Je trouve que ça te ressemble quand même. Mais toi, t'en penses quoi? Bien, je pense que ça me ressemble beaucoup dans le travail. Je pense que c'est vraiment la façon que j'aborde le travail avec les personnes que j'accompagne, puis les organisations. Puis je dirais, il y a peut-être le côté patience, persévérance. Dans ma vie de tous les jours, je suis un peu plus je suis vraiment plus spontanée. Je suis vraiment plus... dans le quotidien, c'est pas très stable. C'est pas très... je dirais... c'est plus spontané. OK. Mais sur le plan professionnel, sur le plan professionnel, dans l'accompagnement, c'est exactement ça. Parce que on peut pas vouloir accompagner quelqu'un ou une organisation sans savoir que ça va prendre du temps, que les transformations sont lentes, puis qu'il faut croire dans ce processus-là. Et ça prend de la persévérance puis de la patience. Ouais. Puis ça prend beaucoup d'écoute puis d'accueil, en fait. Ouais. Oui. Bien, tu es à ta place, en tout cas, je pense, parce que ça te définit bien, puis c'est ce que ça prend. Fait qu'honnêtement, nous autres, en tout cas, ça a été vraiment un plaisir de t'avoir avec nous dans un processus, justement, chez Alliance Carrière Travail. Puis c'est aussi pour ça qu'on t'a invité aujourd'hui, pour qu'on puisse en reparler. Évidemment, on s'est vu sur plusieurs semaines et même mois là, quand tu es venu nous accompagner puis nous outiller. Aujourd'hui, on a beaucoup moins de temps, fait qu'on n'aura pas le temps de faire le tour de tous ces éléments-là, mais on voulait se concentrer davantage sur le fondement de la confiance, en fait. L'importance de faire confiance, d'avoir confiance, mais sur le plan plus professionnel, tu sais. Sur le plan personnel, on dirait que les choses, des fois, se font un peu plus naturellement, mais des fois, sur le plan professionnel, ça peut être un peu plus difficile de développer un lien de confiance avec des collègues. D'entrée de jeu, j'ai envie de te demander, c'est quoi la confiance? Tu sais, on en parle souvent, c'est un mot qu'on utilise souvent, j'ai confiance, ça va bien aller, mais c'est quoi avoir confiance? Avoir la confiance, en fait, moi, je dirais que c'est le sentiment dans une relation, du moins dans une relation, dans un espace de travail, tout ça, c'est le sentiment de pouvoir être soi-même. Donc, de ne pas avoir à se transformer, à se changer, à se cacher, de pouvoir être soi-même et d'être accueilli quand même, d'être accueilli puis de continuer à rester dans cette relation-là. Fait que la confiance, c'est vraiment l'espace où tu peux ne pas te cacher, ne pas te camoufler, mais vraiment être ce qui est là vrai au fond de soi. Ça ne veut pas dire être, tu sais, des fois on entend what you see is what you get ou mais moi je suis de même, le monde ils me prennent de même. C'est pas ça que je veux dire, là, ce que je veux dire. Parce que ça, souvent, c'est plus des façons de se cacher que d'être vraiment entièrement soi-même. Mais c'est ça, dans une relation où il y a de la confiance, on est entièrement soi-même, puis on sent que même si mon moi-même, il est tout croche ou que je me suis trompée ou que j'ai fait une erreur ou que j'ai besoin d'aide, on ne va pas pour autant me faire sortir du groupe, m'exclure, soit de la relation, soit de la dynamique de groupe. Ça. Donc, la confiance, c'est ça. C'est une façon pour moi de vous l'expliquer comme terre à terre. Là. C'est vraiment ça que je dirais. C'est-tu plus difficile d'établir un lien de confiance sur le plan professionnel ou personnel, selon toi?
Je pense que ça dépend beaucoup des personnes. Je pense que c'est un peu plus difficile au niveau professionnel parce que pour pouvoir être en confiance, il faut risquer, hein, être un petit peu, il faut se laisser aller. C'est dur dans les relations individuelles, personnelles aussi, mais on peut se permettre de sortir d'une relation si on sent qu'elle n'est pas elle nous permet pas d'être nous-mêmes. Dans la relation professionnelle, c'est difficile. Parce qu'on ne peut pas vraiment se permettre de sortir, dire « Ah, finalement, ce boss-là, j'y parlerai plus. » Ben non, on ne peut pas faire ça. Ah, puis si on est une équipe de 10, 15, 20, 30, plus on est nombreux, en fait, moins on ne choisit pas nos collègues. Là. On arrive dans une équipe, puis on ne peut pas Exactement. on peut pas dire avec lui, je vais travailler, mais avec elle, je travaille. Il faut trouver une façon de cohabiter puis de collaborer ensemble. Et en plus, dans le travail professionnel, il y a la dimension de performance, il y a la dimension de compétence qui est très présente. Donc, de se permettre de vivre une erreur avec ses collègues, donc de dire « je me suis trompée », c'est un élément essentiel pour créer de la confiance, prendre le risque d'être soi-même, d'être vulnérable, ou d'aller voir des collègues et leur dire hey, « je vais avoir besoin d'aide, je n'arriverai pas à faire ce mandat qu'on m'a donné ». Bien, souvent, on a peur que ça perturbe la façon dont je suis perçue dans mon milieu de travail. Fait qu'on va penser que finalement, je ne suis pas performante. Finalement, je ne suis pas capable de faire ce travail-là. Fait que c'est là où est-ce que, dans le milieu de travail, on a plus tendance à vouloir se protéger, pas tout à fait. Et quand on cherche à se protéger, ben c'est là où c'est plus difficile de créer de la confiance. On n'a pas accès l'un à l'autre ou l'une à l'autre. Fait que c'est ça. Je pense que c'est difficile dans les deux cas. Tu sais, il y a des gens pour qui c'est particulièrement difficile dans les relations amoureuses, par exemple. Mais dans le milieu de travail, il y a des contextes sur lesquels on n'a pas beaucoup de contrôle. Oui, c'est ça. Les défis sont différents. Puis je t'entends parler depuis le début, tu parles d'être soi-même beaucoup. Oui. Être authentique dans un milieu de travail, ça ressemble à quoi? Trouver cette ligne entre l'authenticité, mais en même temps aussi, on est dans un milieu de travail où on n'est pas dans une transparence complète non plus, on révèle tout. Ça ressemble à quoi, cette authenticité-là? Moi, ce que je dirais qui permet de construire de la confiance, donc dans la capacité d'être authentique avec soi-même dans un milieu de travail, déjà, ça prend la capacité de comprendre ce que je ressens, ce que je vis. Parce que j'ai envie de vous parler du contre-exemple, OK? Mais quand je suis authentique avec moi-même, je vais ressentir, je vais dire, OK, je ressens un malaise dans cette situation-là, mais je vais prendre la peine d'aller vérifier pourquoi je me sens comme ça, qu'est-ce qui est arrivé qui m'a fait sentir comme ça. Puis je vais avoir la capacité ou le courage d'aller poser la question, voici ce qui est arrivé, voici comment je me suis sentie, est-ce que c'était ton intention? Ça, c'est la capacité à être soi-même dans un milieu de travail. Donc, c'est de se mettre à risque, en fait, de se faire... On ne sait pas comment les autres vont réagir, mais c'est d'avoir le courage de vraiment explorer qu'est-ce qui se passe pour moi dans ce contexte-là. Puis après ça, soit d'aller valider, soit d'aller... donc, c'est d'avoir ce courage-là. Par exemple, de respecter ses limites, de dire, ben moi, j'ai cette limite-là, je vais être obligée de vous demander de respecter cette limite-là, de demander à respecter cette limite-là. Donc, être authentique, c'est premièrement avoir accès à soi. Donc, puis avoir accès à soi, cette introspection-là, elle exige de sortir des scénarios qu'on se crée des fois dans le milieu de travail. Ça exige de sortir de notre façon de percevoir le contexte, puis de choisir de ne pas vouloir mettre la faute sur les autres, de ne pas culpabiliser les autres. Pour être capable de faire de l'introspection, il faut que j'ai la générosité de dire, OK, ils ont probablement une bonne intention, ou cette personne-là a peut-être pas fait ça pour me faire du mal, ou etc. Donc, ça nous amène à être capable d'avoir de l'introspection, de dire qu'est-ce qui se passe vraiment, voici comment je me sens, voici ce que j'ai envie de proposer à mon équipe, voici ce que j'ai envie de faire pour avancer dans cette équipe-là. Je ne sais pas si ça répond bien, parce que je vous parle plus de comportement que de qu'est-ce que c'est être authentique, là, mais... Bien, je pense que ça va avec. En fait, c'est plus tu adoptes des comportements favorables, plus ça t'amène vers cette authenticité-là. Puis je comprenais aussi ta question dans le sens où, tu sais, on n'a peut-être pas le même degré de transparence puis d'authenticité non plus, tu sais, quand on est au travail versus quand on est chez nous. Fait que
je reviens encore en arrière, mais on parlait justement de la difficulté peut-être supplémentaire de créer un lien de confiance quand on est en milieu de travail, parce que justement, on ne veut pas tout dévoiler non plus. Nos collègues, c'est pas nos amis, c'est pas notre famille, nos personnes proches de nous, notre garde rapprochée. Fait qu'il y a des choses aussi qu'on choisit de ne pas révéler, de ne pas dire, que pour nous, ça nous appartient. On ne veut pas partager ça sur notre milieu de travail. Fait que je comprends aussi qu'il y a comme il faut trouver l'équilibre, là, tu sais. Il faut être authentique, mais sans non plus ouvrir notre sac puis tout dévoiler à tout le monde, là, tu sais. Bien, c'est ça. Je pense que c'est important qu'on comprenne ensemble qu'être authentique, ça ne veut pas dire se mettre tout nu devant tout le monde. Oui, bien, c'est ça. C'est pas nécessaire. Donc, je peux avoir une histoire qui m'amène à agir de telle façon ou qui m'amène à... Mais vous n'êtes pas obligé de savoir nécessairement tout ce bagage-là ou tout ce qu'il y a derrière. Mais être authentique, ça va être avoir le courage de dire cette situation-là, faudrait qu'on s'en reparle parce que pour moi, ça ne fonctionne pas. Ou oser proposer quelque chose de nouveau en sachant pas en tout comment je vais être reçue. Mais c'est ça qui vibre en moi, c'est ça que j'ai envie de proposer, c'est là que j'ai envie qu'on s'en aille ensemble. Ça, c'est d'être authentique, donc d'être en lien avec soi-même, avec ses valeurs, avec son vécu. C'est ça, être l'authenticité. Mais c'est pas nécessairement de tout révéler notre vie, là. C'est pas de se mettre nu, là. C'est ça. Puis, à l'inverse de ça, quand on est peut-être j'allais dire une nouvelle personne qui intègre une équipe, mais pas nécessairement, là, tu sais, parce qu'on parle beaucoup à travers les différents épisodes de l'importance aussi du savoir-être, tu sais, qui est de plus en plus primordial dans une équipe de travail. Tu sais, oui, il y a le savoir-faire, mais le savoir-être devient vraiment un atout majeur. Fait qu'à l'inverse de ça, j'aurais envie de te demander, qu'est-ce qu'on pourrait aussi conseiller aux gens? Tu sais, les choses à éviter de faire, des pièges qui pourraient justement créer des freins ou des blocages aux liens de confiance qu'on essaie aussi de développer entre collègues. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire qui peuvent nuire à la confiance. Je vais vous parler des travaux de la docteure en travail social, chercheuse Brené Brown, qui est une chercheuse dont les travaux sont très accessibles au grand public. Là, je pense que, puis on en a parlé dans notre travail ensemble. Ce qu'elle propose quand elle parle de la confiance, c'est que notre peur, par exemple, de ne pas être accepté dans un groupe, notre peur de, justement, d'oser être qui on est, puis que ce qui on est là ne soit pas accepté, va faire qu'on va se mettre des couches, des barrières qui vont pour nous protéger. À la base, c'est ça qu'on cherche à faire, c'est se protéger. Donc, les comportements qui sont là pour nous protéger, nécessairement, ils vont créer une barrière à la relation de confiance avec nos collègues. Fait que je vous donne des exemples. Par exemple, pour ne pas ressentir ce que j'ai à ressentir, tantôt, je vous disais, pour créer de la confiance, il faut déjà être en contact avec soi-même. Si je ne suis pas en contact avec moi-même, je ne peux pas être authentique. Des fois, pour se protéger, on va avoir tendance à ne pas vouloir ressentir quand c'est difficile. Ce que je vis avec ces collègues-là, c'est difficile. Donc, plutôt que d'aller voir c'est quoi cette émotion-là pour la décortiquer et être capable de prendre action sur ma relation avec ma collègue ou avec mes collègues, je vais choisir de juste pas écouter mon émotion. Fait que qu'est-ce qu'on fait pour ne pas écouter son émotion? On va, je sais pas, on arrive à la maison puis on va se mettre à regarder des séries en longueur, en rafale, ouais, c'est ça, où on va utiliser d'autres méthodes là, pour se geler un peu l'esprit, tu sais, ça peut être l'alcool, ça peut être le magasinage impulsif, ça peut être le sport. Bon, mais des mécanismes comme ça qui vont me déconnecter de ce que je vis, ça va avoir un impact après ça dans mes relations avec les autres. Une autre chose qui va avoir, tu sais, d'autres éléments qui vont avoir un impact avec les autres, c'est quand je vais chercher absolument à ce que notre travail ensemble soit parfait, à ce que le travail de l'autre soit parfait. L'impact que ça a surtout, c'est que là, les gens autour de moi vont pas pouvoir venir me voir avec des erreurs. On ne pourra pas créer de la confiance avec quelqu'un qui va me dire, écoute, je me suis trompée, mais voici où est-ce que j'en suis. Parce que si j'exige la perfection, que ce soit de moi-même ou des autres, les autres ne peuvent pas avoir confiance qu'ils vont pouvoir apprendre avec moi puis recommencer si on s'est trompé. Une autre chose qui est super importante, c'est le blâme. Dans les organisations dans lesquelles j'interviens, là où il y a un niveau peut-être
de toxicité, parce qu'on entend ça souvent, là, la culture est toxique ou c'est toxique chez eux. Il y a beaucoup de blâme qui est fait qui existe dans les dynamiques, dans les relations. Fait que s'il y a eu une erreur, on cherche le coupable. Ouais. On cherche de la faute à qui? S'il y a quelqu'un qui s'est senti mal, ben c'est de la faute à... On cherche absolument à trouver un coupable, puis on évite de regarder notre rôle dans la dynamique. Puis là, je veux qu'on fasse attention. C'est sûr qu'il y a des dynamiques de travail où il y a des persécuteurs, où il y a des personnes qui vont être des intimidateurs, où il y a des dynamiques de travail où réellement des gens vivent de l'exclusion ou vivent des obstacles concrets systémiques. Donc, on ne peut pas demander à ces gens-là, tu sais, quelle est ta responsabilité pour avoir été exclu, par exemple, à partir de biais racistes. C'est pas ça que je dis. Mais dans la plupart des contextes où je vais, on n'est pas dans ces systèmes-là d'oppression. On est dans des systèmes où est-ce que on juge l'autre, l'autre est coupable à ma place, mais en fait, on évite de voir notre propre responsabilité dans la relation puis dans la dynamique de l'équipe. Fait que ça, c'est un obstacle quand même important de blâmer nécessairement. Puis des fois, c'est dans les petites choses, tu sais. C'est pas obligé que ce soit un grave conflit, mais c'est juste d'avoir le réflexe de dire, bon, comment ça que je reçois ce courrier-là à ce moment-ci? Tu sais, j'aurais dû le recevoir il y a 2 jours, là, franchement. Là, la faute de l'autre. Donc, on prévoit, on a tout de suite l'a priori que l'autre n'a pas fait ce qu'il fallait. Fait que c'est dans les petites choses comme ça où on va blâmer. Ah, comment ça se fait qu'on les a pas, les collations, finalement? C'est qui était supposé d'apporter des collations? Plutôt que de dire, ah, on n'a pas les collations pour notre atelier. OK, c'est quoi notre solution maintenant? Ça crée de la confiance. Ça permet d'avancer. Mais c'est dur aussi dans le milieu de travail parce que c'est sûr qu'on sait qu'on va être évalué. C'est sûr que, on ne veut pas que ce soit nous qui soient évalués, tout ça. Fait que il y a un aspect de performance, c'est ça, là. dont tu as parlé ça. tout à l'heure, là, totalement. C'est ça. Mais c'est là où ce que tu disais, le savoir-être devient fondamental. Des fois, bien plus important que la compétence de savoir-faire ou de savoir tout court. Tu sais, moi, à l'inverse, j'ai comme envie de te demander, c'est quoi ces ingrédients-là qui font que ça fonctionne, en fait, d'un côté plus positif? Tu nous as parlé d'être authentique, tu nous as parlé d'avoir une connexion à soi, cette capacité d'introspection. Est-ce qu'il y a d'autres éléments comme ça on sait que c'est des clés pour pouvoir bâtir quelque chose de solide et de vrai, là, tu sais? Oui. On sait que, par exemple, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que, par exemple, il faut être, j'en ai parlé, il faut être capable de connaître ses propres limites, de les nommer. Puis, il faut être capable aussi de respecter les limites des autres quand elles sont identifiées. Évidemment, on ne peut pas les deviner, mais si la personne me parle de ses limites, il faut que je les respecte. Fait que ça, c'est fondamental. Fait que si ma collègue me dit, écoute, moi, à partir de 5 heures, je suis dans le jeu avec les enfants, je peux pas répondre à tes appels ou à tes courriels, mais que je continue à l'appeler ou à envoyer des courriels à cette heure-là, je la brise la confiance nécessairement. Fait que de respecter les limites des gens, puis de nommer les nôtres. Puis ça, c'est en lien avec faire ce qu'on dit qu'on va faire. Ça, c'est super important. Vous l'avez dit, ça, c'est de la base dans la confiance. On dit, on dit pas, on promettra pas à un enfant quelque chose qu'on fera pas. Bien, c'est la même chose avec les adultes, en fait, parce que je te promets que je vais faire ce travail-là en temps prévu, puis que finalement, je le fais pas, ou que la veille, je t'appelle en panique, puis je fais comme, bien, il n'est pas fait, il va falloir que tu le fasses. Tu n'auras pas le goût de me proposer un mandat après, ou tu ne me feras pas confiance pour être en mesure de remplir ce qu'on... Fait que faire ce qu'on dit qu'on va faire, ça, c'est fondamental pour créer de la confiance. Un autre élément, tu sais, je vous disais tout à l'heure qu'il faut voir ce que l'autre peut vouloir à travers cette relation. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut présumer des bonnes intentions des autres. Des fois, on a le réflexe pour se protéger, puis parce qu'on est habile à faire des liens entre les événements, entre les choses que la même personne va dire, on est habile à faire des liens puis à faire des raccourcis. Notre cerveau est très bon là-dedans. Fait qu'il fait des liens, il fait des raccourcis. Fait qu'il présume, il présume de ce qui est arrivé, mais il présume souvent de ce que l'autre pense, puis pourquoi donc elle aurait fait ça. L'autre a sûrement fait ça pour me nuire. L'autre a sûrement dit telle chose pour que je me sente mal dans cette réunion. L'autre a sûrement dit telle chose pour qu'on me juge dans cette réunion. Donc, notre cerveau, on a parfois, souvent, pas tout le temps, pas tout le monde, mais beaucoup ce réflexe-là de présumer de l'intention négative de l'autre ou des autres. Fait
de partir de l'a priori, l'autre me veut pas du mal. L'autre a sûrement une raison dans ce comportement-là. Tu sais, c'est drôle, je regardais une série. Je vous parle d'une série, je sais pas si ça rentre dans le thème du balado, mais je regarde une série qui se passe dans le corps policier à Los Angeles, puis une nouvelle détective elle est là, elle est enceinte, elle l'a cachée jusqu'à maintenant parce qu'elle est nouvelle, puis elle veut pas perdre des bonnes enquêtes, puis tout ça. Puis devant elle, son patron, alors que c'est rendu son tour de recevoir la prochaine enquête, donne l'enquête à un de ses collègues. Fait que tout de suite, elle est certaine, excusez, j'ai fait du bruit, elle est certaine qu'ils ont deviné qu'elle est enceinte, puis ils veulent plus lui donner de dossier. Tu sais, tout de suite, elle présume de l'intention de l'autre. Dans les téléséries, ce qui est super le fun, c'est que les gens confrontent les autres. Oui. Hein? Ce qu'on ne fait pas souvent dans la réalité, d'aller valider. Fait aller valider, c'est super important dans la confiance. C'est là que je m'en allais tantôt. Je me disais, qu'est-ce qu'on fait? Bien, je pense que là, tu vas nous donner la réponse. Bien, c'est ça. Donc, dans les séries, ils font plus ça que dans notre vraie vie. Puis moi, je pense que c'est là, il y a des comportements super riches qu'on voit dans les séries qu'on devrait s'inspirer de ça. Elle va voir son chef, tu sais. Puis là, c'est sûr que dans le contexte, elle est en colère, puis elle est craquée. Mais elle va voir son chef et elle dit, écoute, c'est pas parce que je suis enceinte que je serai pas capable de faire la job, puis j'ai pas envie que tu me mettes sur le banc, etc. Son chef répond, je savais pas que tu étais enceinte, 1. 2, j'ai donné ce dossier-là à ton collègue parce que ça touche une gang avec laquelle il est en lien. Il y a 2 informateurs à l'intérieur de cette gang-là. C'est logique que c'est lui qui reçoive ce dossier-là. Félicitations pour ta grossesse. Inquiète-toi pas, j'ai pas l'intention de te mettre sur le banc. Je vais te faire travailler jusqu'à la dernière minute. Je laisse pas aller des bons détectives, tu sais. On vient de clarifier. Tout ce stress qu'elle avait est disparu. Fait que ça, c'est ce qu'on doit faire. On n'est pas obligé d'y aller avec colère, mais d'aller vérifier pourquoi c'est pas moi qui l'ai reçu, ce dossier-là, tu sais. Au lieu de tout imaginer pourquoi je l'ai pas reçu, le dossier. Quand tu as dit ça en réunion, ça m'a touchée, je me suis sentie visée. Est-ce que tu veux m'expliquer d'où venait ton commentaire? Est-ce que tu peux m'expliquer où est-ce que tu voulais nous amener avec ça? Donc, d'aller valider, donc d'arrêter de présumer que je la sais, la vérité. La plupart du temps, je ne la sais pas. Je vais aller vérifier chez mon collègue, chez mon patron. Et le dialogue, dans le fond, de se parler. Ouais. Parce que c'est ça, si chacun reste de son côté, mettons dans une situation plus conflictuelle ou une situation dans laquelle, moi, comme tu dis, je présume d'une mauvaise intention de l'autre personne, bien moi, je reste de mon côté. Cette personne-là n'est pas au courant. Elle ne le sait pas. Elle ne peut pas le deviner non plus parce que je ne vais pas lui parler. Fait que je pense de dialoguer puis de ne pas avoir peur de nommer les choses. Puis tout se dit tant que tu le dis dans le respect, dans la bienveillance, dans l'optique, l'objectif d'améliorer la situation et non pas de l'empirer. Puis ça aussi, tu sais, c'est une preuve de je te fais confiance parce que je fais un pas en avant, je viens te voir. Puis j'accepte aussi de me montrer plus fragile, de dire, écoute, cette situation-là m'a fait peur pour telle raison, m'a inquiétée, m'a fait penser est-ce que je me trompe? Est-ce que, tu sais, je pense que c'est important, ça aussi. Tout à fait. C'est fondamental. Ouais. Bien, c'est sûr que c'est là-dessus qu'on crée de la confiance. Puis plus on le fait, en fait, plus ces conversations-là deviennent naturelles. Ça ne devient pas facile d'aller dire à quelqu'un ce que tu as dit m'a blessé. Ça ne devient pas facile de se faire dire « Hey, ce que tu as dit m'a blessé » ou ça ne devient pas facile de dire « Écoute, ce travail-là manquait, il y avait des éléments de qualité qui nous manquaient et il faudrait que ce soit fait différemment la prochaine fois. » Ça ne devient pas facile, mais ça devient quelque chose qu'on a confiance qu'on est capable de le faire. Mm-hmm. Qu'on ait confiance que l'autre va recevoir cette conversation-là puis va embarquer dedans. Sans que ça vienne influencer notre relation puis notre lien. Fait que c'est, tu sais, tantôt, quand tu faisais la présentation, tu disais la persévérance, puis dans l'intervention, c'est ça. C'est que la première fois que tu as une conversation difficile, la première fois que tu vas voir un ami ou un collègue pour lui dire, pour dire, ben ça m'a blessé ou je comprends pas, veux-tu m'expliquer pourquoi? C'est dur, là, on se sent, on shake, puis on se sent pas bien, mais on est en train de mettre de l'argent dans la banque de la confiance en faisant ça. Puis plus la confiance est grande, plus c'est facile après d'aller faire ces conversations-là, de part et d'autre. Ouais. Ça, je vous entends parler, tu sais, c'est ça, tous ces concepts-là, souvent on les connaît, on est des êtres très émotifs, hein? On est très peu rationnels, puis je pense que c'est là la difficulté, tu sais, on sait ce qu'on a à faire, on sait aussi que
difficile de ne pas réagir, des fois, sous le coup des émotions. Difficile de prendre le temps de se poser puis de dire hey, je vais attendre que ça se calme. En général, on ne s'accroche pas tellement longtemps, d'ailleurs, à ces émotions négatives-là. Là. Ça finit souvent par passer, puis quand même assez rapidement. Mais c'est ça, c'est difficile, je trouve, des fois, passer par-dessus quand il y a quelque chose au niveau de ces valeurs-là, des fois, qui viennent d'être shakées. Il y a parfois aussi, c'est dur aussi de dire aux gens, ben, je me suis sentie comme ça, de se rendre autant vulnérable. Déjà, j'ai été blessée, puis il va falloir que je révèle que j'ai été blessée. Difficile, je trouve, des fois. Tu sais, je vous entends, tout le monde, on connaît ces concepts, mais finalement, on continue à le faire. Puis effectivement, il y a un entraînement. Puis je pense que c'est un peu des fois des montagnes russes aussi. Là. Il y a des journées qu'on va être super bon, on va être capable, on va aborder des choses difficiles, on va être capable de se révéler. Puis la semaine d'après, tu sais, il y a quelque chose qui a été trigger qui est plus fort que nous des fois, tu sais. Mais oui, tellement. Ben, moi, j'ai l'impression que, tu sais, on le disait, tout va être lié avec la capacité de se connecter à soi, de comprendre mes valeurs, qu'est-ce qui a été touché là-dedans, de comprendre mon émotion, d'accepter les émotions qui sont négatives ou difficiles parce qu'elles sont... C'est de l'information, les émotions. C'est de l'information. Ça nous explique c'est quoi la valeur ici qui est touchée, c'est quoi la situation précise. Parce que des fois, on a une grande émotion, puis en fait, l'émotion arrive sans même des fois qu'on sache. Moi, ça m'est déjà arrivé, là, le travail de prendre contact avec soi-même, c'est ça, c'est de dire, voyons, je me sens donc bien en colère. OK, c'est quoi qui est arrivé? Puis là, de reculer dans, c'est quoi les faits? C'est quoi qui est arrivé vraiment? Puis là, de faire, là, notre corps nous le dit, à un moment donné, on est comme, c'est ça qui m'a mis en colère, c'est ce bout-là qui m'a fâchée. OK, pourquoi ça m'a fâchée? C'est quoi c'est toi qui est arrivé? Fait que quand j'ai décortiqué ça, déjà, c'est beaucoup plus facile d'aller voir l'autre parce que je peux être très précise sur... Puis je suis pas obligée de dire, tu sais, j'ai été blessée, mais je peux dire, écoute, ça m'a ébranlée parce que ça touche telle valeur pour moi ou ça touche... Fait que c'est vraiment fondamental d'avoir le courage d'aller voir à l'intérieur de soi pour, après ça, être capable d'avoir le courage d'aller voir l'autre. Et c'est vrai que c'est des montagnes russes et c'est vrai que des fois, on est bon puis des fois, on n'est pas bon. Puis c'est sûr que quand on prend notre courage à deux mains puis qu'on ose, comme tu dis, tu sais, être vulnérable, dire hey, « j'ai été blessée », tout ça, il y a des fois, ça va bien aller puis il y a des fois, on va se planter. Tu sais, il faut prendre pour acquis. Et accepter que ça se peut que ça soit ça, qu'on se plante. Ça se peut qu'on se plante, oui. Puis ça se peut qu'on juge mal la situation dans le sens où peut-être que l'autre n'est pas assez proche de ses émotions ou authentique pour me recevoir correctement. J'espère que l'autre va avoir la capacité, le courage de me recevoir correctement, de me recevoir sans jugement. Parce que quand je fais ça, je construis de la confiance avec l'autre. Il y en a qui vont te recevoir correctement sans jugement une journée. Le lendemain, c'est trop dur pour eux. Fait que tout ça, on est des êtres humains, hein? On n'est pas des machines ou des robots. Fait que c'est ça. Ça fluctue d'une journée à l'autre. Ça dépend avec la personne aussi avec qui la situation se produit. La même situation aurait pu se produire avec un autre collègue, puis la suite aurait été complètement différente aussi parce qu'il y a deux personnes là-dedans. Il y a la personne qui reçoit, il y a la personne, puis on ouvre un peu le sujet sur la vulnérabilité. Moi, je sais que dans les accompagnements qu'on a eus avec toi, moi, ça a été un petit game changer, là, je vais dire, là, à partir de ce moment-là où j'ai compris que plus on accepte d'être vulnérable. C'est parce qu'en fait, ce qui est compliqué, c'est qu'on dirait qu'on associe la vulnérabilité avec la non-performance. Il y a comme quelque chose là-dedans. On se dit, ah là, si je montre que ça m'a fait de la peine ou si je montre que j'ai l'impression de ne pas avoir été à la hauteur parce qu'elle m'a fait telle critique ou tel commentaire sur le travail que j'ai fait, je suis comme en train d'admettre que je n'ai pas performé, que je n'ai pas été à la hauteur de. Fait que c'est difficile sur le milieu du travail de dire, OK, je dois accepter que c'est correct d'être vulnérable, que c'est correct de ne pas toujours être au top, puis de des fois avoir des émotions qui sont plus difficiles à admettre devant les gens. Mais moi, ce que j'ai beaucoup compris à travers ce processus-là, c'est que plus on le fait, plus à un moment donné, les gens vont
on donne l'exemple aussi, je pense, tu sais, quand il y a une personne qui accepte de se montrer plus vulnérable puis de justement toujours se dire, écoute, la personne n'est pas partie avec une mauvaise intention, je vais aller voir c'est quoi qui se cachait derrière la décision ou le choix qu'elle a fait. Puis en faisant ça, bien, de plus en plus, on finit par donner l'exemple à d'autres puis se dire, on est tous pareils, on a tous droit à cette vulnérabilité-là, tu sais. Ah, c'est très intéressant parce que c'est exactement ça qui se passe. Tu sais, dans le fond, en se permettant d'aller là, c'est comme si on donne la permission aux autres d'aller là, en fait. C'est vraiment ça. Puis, tu sais, on ne l'a pas nommé encore, mais la confiance dans une organisation, ça se crée avec les gens qui prennent la décision d'oser puis de choisir d'être authentique puis tout ça. Mais on ne peut pas passer à côté du fait que ça dépend beaucoup du leadership dans l'organisation. Ben oui. Fait que c'est sûr que si dans ton équipe, dans une équipe, le leader ou le supérieur va faire son évaluation en fonction de, ben, t'as dit que tu n'étais pas capable ou tu t'es senti, tu sais, il faudrait que tu sois plus solide. Donc, c'est sûr que si j'ai quelqu'un à la tête de mon équipe qui n'est pas intéressé à cette vulnérabilité-là, puis qui a pas envie que cette confiance-là existe dans mon équipe, bien, souvent, c'est pas par volonté, là, c'est parce qu'ils ne sont pas nécessairement au courant de l'importance, puis ils ne sont pas nécessairement rendus là personnellement, cette capacité-là. Mais c'est vrai que dans un contexte comme ça, mon évaluation va peut-être être impactée. Ben oui. Si mon patron décide de vérifier c'était la faute à qui a fait cette erreur-là, ça va être beaucoup plus difficile pour moi d'oser aller voir mon collègue, demander de l'aide, dire je me suis trompée, ou inversement mon patron. Fait que on crée de l'espace puis une dynamique pour la confiance, chaque personne dans une équipe. Et on doit se le dire, les personnes en poste de leadership ont une responsabilité comme encore plus grande Ben oui. de créer cet espace-là. Oh mon Dieu! Est-ce qu'on aurait... La vulnérabilité. Oui, c'est ça. Moi, en tout cas, je l'ai dit, je ne veux pas répéter, mais pour moi, ça m'a vraiment... Ça a résonné beaucoup chez moi, puis j'essaie de le mettre en application, puis j'essaie de le nommer, puis peut-être, souvent, je dois peut-être pas le faire correctement, mais je me dis déjà que je le nomme. Après ça, je vais apprendre à le nommer de mieux en mieux, de façon de plus en plus claire, puis développer des mécanismes qui vont faire en sorte que c'est ça. On va ouvrir le dialogue, on va se permettre de se parler, de se dire les vraies choses, puis de la bonne façon, puis de ne pas nuire à ce lien de confiance-là. Mais en tout cas, c'est un sujet qui vient me chercher beaucoup. Ouais. Mon Dieu, j'aurais continué encore longtemps, mais Amélie, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous jaser aujourd'hui. Une fois de plus. Oui, on espère que ça va allumer peut-être des petites étincelles chez certaines personnes, employeurs, leaders, comme tu disais, en écoutant le balado d'aujourd'hui. On te laisse avec un petit conseil, encore une fois, conçu grâce à l'aide de l'intelligence artificielle avec lequel tu pourras aussi repartir comme ton archétype. En tant que coach, tu offres beaucoup de ton énergie et de ton écoute aux autres. Il est essentiel que tu te réserves des espaces pour te ressourcer et cultiver ta propre croissance. Une coach épanouie inspire bien plus qu'elle n'encourage. Elle devient un modèle vivant de ce qu'elle transmet. Donc, voilà. Fait qu'on on te laisse partir avec ça. Puis encore une fois, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous voir aujourd'hui. Bien, merci de m'avoir invitée à parler de ce sujet-là qui est tellement cher à mon cœur. Puis, ça paraît. Merci beaucoup. Merci. Merci.